Bonjour, bienvenue à l'émission Causons Affaires, le rendez-vous des entrepreneurs en quête d'astuces et d'informations dans la gestion de leur entreprise. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Mme Nandia Massa Pinto de l'agence Raffiné. Je suis Jaëlle Élysée et je co-animerai l'émission avec ma collègue Josette Garot. Bonjour Josette. Bonjour Jaëlle. Bonjour Nandia. Bonjour. Merci d'être venue à Causons Affaires. Nandia, on a plusieurs questions pour toi. La première concerne ton parcours. Tu fais le service de styliste personnel depuis maintenant 14 ans. Tu as fondé l'agence Raffiné. Oui. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce service de styliste? En fait, quand j'étais étudiante, j'étudiais en sciences politiques à l'université et je travaillais dans un milieu corporatif. Les employés me demandaient, les collègues, d'aller magasiner avec eux. Ils voulaient mon conseil parce qu'ils aimaient bien la façon que je m'habillais. Jusqu'à ce qu'un jour, un collègue m'a demandé de magasiner avec sa femme, que je ne connaissais pas, et j'ai accepté. On a passé l'après-midi ensemble et c'est là que le déclic s'est fait. Je me suis dit, pourquoi pas servir les femmes, faire ça. Et j'ai complété mon bac, mais je me suis dirigée vers le stylisme. Tu as plusieurs services. Peux-tu nous les détailler? Qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, j'offre un service de magasinage clé en main. Donc, je magasine pour les femmes qui n'ont pas le temps ou qui n'aiment pas ça. Je leur montre des garde-robes d'affaires. Surtout, je suis spécialisée sur le monde corporatif. Et aussi, je fais l'organisation de garde-robe, je fais la gestion de garde-robe de ces femmes. Je leur prépare des ensembles à l'avance pour leurs divers événements. Et je fais aussi des mix and match. Je suis spécialiste dans l'agencement vestimentaire. On a des clients pour toi. Nandia, tout à l'heure, tu nous as dit que tu te spécialises plus dans le milieu corporatif. Est-ce que ce sont uniquement les femmes d'affaires qui peuvent avoir accès à tes services? En fait, c'est surtout les femmes professionnelles, les femmes cadres qui m'appellent, qui m'engagent pour leur garde-robe parce qu'elles ont besoin d'avoir une image professionnelle, dégager la crédibilité et ils n'ont pas nécessairement le temps, mais ils ont besoin de maintenir cette image. J'ai aussi quelques professionnels qui reviennent de congé maternité, leur corps a changé ou elles ont des promotions au retour au travail, comment s'habiller. Donc, je leur montre des garde-robes. J'ai aussi quelques femmes enceintes qui doivent s'habiller au niveau de la haute direction. Donc, et j'ai quelques étudiantes également qui veulent sortir du milieu étudiant et être plus professionnelles. Donc, je les aide dans leur habillement. Okay. C'est intéressant ce que tu fais parce que tu aides à améliorer l'image des gens, puis j'imagine la confiance en eux. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour te faire connaître? C'est quoi tes stratégies marketing? Je te suis sur les médias sociaux. Est-ce que c'est ça que tu fais principalement? Ou? Les médias sociaux aident beaucoup. Je fais beaucoup de réseautage aussi. Le fait de sortir, que les gens te voient, ça aide. Et la plupart des femmes me disent que ta carte d'affaires, c'est toi. Tu n'as pas besoin de sortir de carte. Quand tu dis que tu es styliste, on voit. Et c'est s'impliquer, sortir dans les événements et les médias sociaux aident beaucoup parce que les gens ont accès à moi et ça leur permet de mieux décider s'ils vont m'engager moi ou une autre. En fait. Intéressant. En plus de tes services de styliste, tu présentes des conférences aux gens d'affaires. Tu collabores aussi dans plusieurs magazines et dans des blogs également. Pourquoi, pour un entrepreneur, l'image est importante? L'image est importante parce que avant de nous entendre parler, les gens nous regardent. Donc, il faut vraiment, c'est pas si superficiel que ça. Et si on veut être crédible et aller plus loin, il faut miser sur l'habillement, ne serait-ce qu'un minimum. Et ça augmente l'estime, comme tu l'as mentionné, mais aussi ça donne la crédibilité, ça inspire confiance et ça change la démarche et l'attitude. Juste le fait d'être bien dans sa peau, d'être bien habillé et mais tu as mentionné aussi que tu fais du réseautage, oui. Tu es impliquée avec le réseau des femmes d'affaires du Québec. Pourquoi tu penses que le réseautage, c'est important? Tu l'as mentionné, oui, on voit son image, mais on peut te voir sans nécessairement participer à des activités de réseautage. Pourquoi en fait, le réseautage, c'est important parce que ça nous permet de tisser des liens. Et on achète la personne et non la marque. Oui. Donc, le fait de connaître la personne personnellement ou un peu plus près, c'est plus facile à adhérer après au service. Et ça permet aussi d'élargir son réseau et de sortir de la solitude parce que quand on est entrepreneur, des fois, on est seul sur son île. Donc, avoir des gens qui partagent les mêmes réalités,
c'est très gratifiant. J'aime bien ce que tu fais en ce moment. Comme je disais, je le suis beaucoup. Puis je trouve que tu rayonnes, on te voit ce que tu fais, mais aussi tu donnes des petits conseils par-ci par-là, des styles aussi. Donc ça aide aussi, je pense, les femmes qui te voient peuvent dire « Ah ben oui, je suis capable, j'ai accès à m'améliorer au niveau de l'image. » Oui, mais elles se reconnaissent là-dedans quand elles regardent les inspirations de style que je fais. Elles disent « Ah, j'aimerais m'habiller comme ça. Alors, c'est toi que je veux comme styliste. J'aime les looks que tu fais. » Alors, ça aide. C'est intéressant parce que je pense que le fait de donner des conseils, des petits conseils comme ça te permet aussi d'aller chercher une clientèle. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Et on voit l'expertise. Oui, tout à fait, tout à fait. En plus d'offrir tes services et puis de donner des conférences, tu es aussi mentor pour des femmes qui veulent se lancer justement, qui veulent devenir stylistes personnels. Donc, pourquoi tu as décidé justement parce qu'on sait quand même que tu es pas mal occupée, pourquoi tu as décidé aussi d'être mentor? Puis l'autre sous-question, c'est est-ce que toi aussi tu es un mentor? Bon, pourquoi j'ai pas décidé d'être mentor, c'est des gens qui sont venus, ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, ils ont dit « Ah, moi aussi je veux faire ça, comment tu as fait, comment tu as commencé? » Alors, beaucoup par LinkedIn. J'ai des gens d'Australie, de l'Allemagne qui me demandent. Des fois, on se fait des WhatsApp pour se parler. Donc, je ne le fais pas officiellement. C'est vraiment à côté comme ça pour partager mon expérience et pour celles qui veulent le faire. Puis ton mentor, est-ce que tu en as? Oui, j'ai un mentor sous le cadre du Réseau des femmes d'affaires du Québec. On les appelle les marraines. Donc, elles m'aident beaucoup aussi à aller plus loin parce que ça fait quand même une dizaine d'années que je suis styliste, mais on a toujours besoin d'une aide, d'un coup de pouce pour avancer. OK. Écoute, on doit passer à une pause. Après la pause, nous allons revenir avec Nandia pour d'autres questions. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'entrevue Causons Affaires avec l'entrepreneur Nandia Pinto. Nandia, on t'a posé des questions sur ce que tu fais. Par contre, on ne t'a pas posé la question sur ta vie familiale. Bien sûr, sans dévoiler tous les détails de ta vie, n'est-ce pas? Une question qui est très importante pour nos téléspectateurs, c'est comment tu fais la conciliation travail-famille? Ce n'est pas toujours évident quand on a des jeunes enfants. C'est le cas pour toi, tu en as 2. Donc, comment tu y arrives? En fait, c'est prioriser beaucoup de gestion, pas de garde-robe, mais gestion familiale. Oui. Et ça aussi, je le fais pour mes enfants. Mais c'est beaucoup de gestion, organisation et un peu de discipliner et déléguer. Donc, aussi, quand tu dis déléguer, à mon leur mari. Fais faire des tâches? Je délègue beaucoup à mon mari. Donc, on s'entraide et quand je regarde aussi les événements, je les choisis et je regarde le temps que je suis à l'extérieur. Donc, la fin de semaine, c'est un temps consacré à la famille, les soirs et les fins de semaine. Donc, j'organise mon horaire de travail, mes rencontres clientes dans ce cadre-là. Donc, ça veut dire pas de rencontres clients le week-end? Non, pas de rencontres clients le week-end ni le soir. Bon, c'est sûr que maintenant, avec le réseautage, je suis plus présente dans le milieu des affaires. Donc, je choisis les événements et je sais que ça ne sera pas tous les soirs de la semaine. Donc, pour être assez présent pour mes enfants. OK. Ça veut dire que tu es capable de dire non à certains événements, tu vas prioriser la famille. Avec l'expérience, oui. OK. Même avec le temps, hein? Parce qu'au début, ça ne devait pas être évident. Non. Parce qu'on débute, on veut se faire connaître, donc on veut faire sa place sur le marché. Donc, je pense qu'avec le temps, effectivement... Oui, on dit oui à tout et après ça, on sélectionne, on fait ça stratégiquement et ceux qui vont rapporter, on les fait, sinon les autres... Mais c'est important parce que souvent, en affaires, on débute en affaires puis on sous-estime justement que le côté justement familial est très important. Il faut être bien organisé et surtout être bien soutenu aussi par notre entourage, que ce soit au niveau de la famille immédiate, nos maris, nos enfants. Donc, c'est vraiment... c'est bien de voir que... bien entouré, tout à fait, ça fait une différence. Tout à fait. Et d'avoir un réseau, comme tu l'as mentionné, d'affaires, mais un réseau... amical, familial. Oui, pour nous supporter. Au niveau de démarrage et même au niveau même du développement ou de la croissance d'une entreprise, c'est pas toujours facile. Il y a des hauts et des bas. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des obstacles peut-être que tu as dû surmonter en fait pendant toutes ces années? En fait, c'est essai-erreur. Au début, on prend tout, on fait de tout et après, plus on avance, on se rend compte que
ça ne rapporte pas et ce n'est pas nécessairement utile. Donc, tu finis par sélectionner. Et aussi, bon, ce que j'ai dû surmonter, des fois, c'est peut-être faire des conférences devant les mauvaises personnes. Donc, c'est un temps investi, un travail pour monter la conférence et tu te rends compte que ce n'est pas la bonne audience. Mais quand tu as une niche ciblée, c'est plus facile à prendre ces décisions. Comme ça, tu peux dire oui ou non si ça rentre dans le cadre de ce que tu fais. Donc, maintenant, c'est plus facile de dire non quand tu sais exactement quoi faire. Et ce que j'ai dû surmonter, c'est, bon, pas la peur de l'échec, mais est-ce que ça va fonctionner? Et aussi, j'ai pas de, comment je peux dire, de barème ou quelque chose pour me comparer, en fait. Okay. Donc, tu avances et est-ce que tu fais bien et tout. Donc, quand les clients te font des témoignages, te disent comment elles te perçoivent, mais toi, ça t'aide à avancer, c'est ça, à continuer. Parce que j'ai pas d'échelle, j'ai pas d'évaluation annuelle. Tout à fait. Donc, mais je trouve intéressant ce que tu as mentionné par rapport à prioriser. Parce que c'est important parce que tu me dis au début, puis je pense que tous les entrepreneurs aussi ont tendance à dire, bon, bien moi, je veux des clients, je veux des clients, je veux des clients. Puis là, à ce moment-là, toi, avec le temps, ça t'a permis de savoir où est-ce que tu dois mettre plus ton énergie. Puis en même temps, ça te permet aussi de dire, bon, qu'est-ce qui me rapporte le plus? Oui. Puis de mettre les efforts à la bonne place. Est-ce que le fait d'avoir justement visé les gens d'affaires, tu dirais que c'est un facteur clé dans le succès dans ce domaine-là? Parce qu'on connaît beaucoup de gens qui font de stylisme. Mais toi, tu te spécialises dans la clientèle de gens d'affaires et maintenant, tu es encore plus précise avec les femmes, cadres et gens d'affaires. Est-ce que pour toi, ce sont des facteurs clés de succès? Oui, et c'est vraiment avec l'expérience, avec la demande des gens que j'ai vraiment diriger mes services et mon offre, en fait. Les gens me demandaient pour le travail, ils passent 40 heures au travail. Alors, j'ai dit, pourquoi pas cibler que ça, avoir une offre pour les gens d'affaires au travail et les stylistes qui veulent les tendances, avoir des looks et tout. Il y a d'autres stylistes qui font ça. Donc, moi, je me spécialise là-dessus et ça m'a aidé à grandir, à avancer, à prospérer, le fait d'être spécifique, spécialisé comme une référence dans le domaine des femmes d'affaires et cadres professionnels. Oui. Et les femmes aussi aiment beaucoup le fait que je sois une styliste. Donc, en fait, c'est une relation personnelle, intime et c'est, comment je pourrais dire, c'est mutuel, un respect mutuel. Donc, j'admire la femme pour ce qu'elle fait et elle m'admire pour mon expertise, pour ce que je peux lui apporter. Donc, ça, c'est vraiment une valeur que je ne changerais pas dans mon entreprise. Tu connais beaucoup de choses intimes. Oui. Mais ça reste confidentiel. C'est bon. Tu nous as mentionné justement donc d'avoir priorisé en fait au niveau de tes services, au niveau de ton marché. Quels sont les autres éléments que tu peux dire qui t'ont aujourd'hui, avec tes années d'expérience, qui te permettent de dire, OK, c'est des éléments qui m'ont amené à avoir du succès? C'est, en fait, si j'avais à recommencer dès le début, il y a 14 ans, comme je dis aux filles des fois je mentor, c'est prends un coach en vente et un mentor. C'est avoir une équipe qui t'entoure, qui t'aide, qui te conseille, ça aide beaucoup. Moi, je l'ai fait de moi-même, j'ai essayé-erreur, trébuché, mais c'est vraiment ça qui aide. Et là, j'ai misé plus là-dessus ces dernières années et je vois le fruit. C'est vraiment, il faut faire du marketing, il faut vendre, il faut être dehors, il faut se montrer. Et surtout avec ce que je fais, c'est tellement personnalisé et intime que les gens ont besoin d'avoir confiance. Oui, de me voir et avant d'investir en moi. OK. Écoute, ça termine l'émission, Nandia. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, que ce soit dans ton domaine ou autre? Aimerais-tu donner un conseil précis ou en particulier de par ton expérience? Je dirais d'avoir une offre précise, de cibler sa clientèle. Ça aide beaucoup à éviter de perdre du temps. Donc, vraiment, et de ne pas s'inquiéter de « je ne peux pas avoir tout le monde, c'est pas grave », mais au moins, même si c'est 100 personnes, mais ces 100 personnes-là, tu peux bien les servir parce que tu es ciblé, tu as une offre précise pour elles, ces personnes-là. Merci beaucoup, Nandia. Merci. Nous sommes de retour pour la troisième partie de Causons Affaires, cette fois-ci avec notre spécialiste
Monsieur Lawrence Veilleux, directeur de la communauté de Réseau M Montréal. Bonjour, Lawrence. Bonjour. Bonjour, Lawrence. Bonjour. Bienvenue à Causons Affaires. Mon plaisir. Aujourd'hui, en fait, Lawrence, on va parler de mentorat, mais on va parler spécifiquement de mentorat pour les entrepreneurs. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est que le mentorat pour les entrepreneurs? Absolument. Le mentorat est avant tout une relation humaine, un partage de vécu, un partage d'expérience, beaucoup d'écoute de la part du mentor envers son mentoré et une relation d'égal à égal. OK. Le mentor, est-ce qu'il fait ça de façon bénévole ou il est payé pour faire ça? Il faut que ça soit absolument bénévole, c'est un acte altruiste. D'ailleurs, au Réseau M, ils sont tous formés. Il y a un atelier obligatoire, le mentorat Est pour moi, afin d'identifier ou de se reconnaître dans cet univers qu'est le mentorat, dans le sens que le mentor ne dit pas au mentoré quoi faire. Alors, étant en entrepreneuriat, avec des mentors entrepreneurs qui toute sa vie a dirigé, a dit aux autres quoi faire, et là on lui demande l'inverse, de seulement écouter, challenger son entrepreneur mentoré afin qu'il réalise non pas ce qu'il est en train de faire, mais surtout ce qu'il n'est pas en train de faire. OK. OK, intéressant. Est-ce que c'est... parce que souvent, on a tendance à penser mentor un peu comme la relation grand frère, grande sœur. Est-ce que tu peux avoir plusieurs mentorés si tu es mentor ou tu dois avoir exclusivement une personne? On peut avoir plusieurs personnes. La similarité est vraiment bien dans le sens que, imaginons, le grand frère commençait à dire au garçon qui l'accompagne quoi faire. Je ne crois pas que la relation va durer très longtemps. C'est la même chose au niveau de l'entrepreneuriat, du mentorat pour entrepreneurs. Et en moyenne, au Québec, on est à 1,8, 1,9 mentorés par mentor. Donc, je connais personnellement des mentors qui ont jusqu'à 6 mentorés, alors qu'il y en a d'autres qui vont se limiter qu'à un seul mentoré. Donc, ça dépend de chacun. Exactement, ça appartient à chacun. Puis je pense aussi qu'il y a une question de temps aussi, Oui, là, de vrai. disponibilité surtout, également. Absolument. Lorsque je recrute des entrepreneurs pour être mentor, je leur demande 1% de leur temps. Je crois que c'est une belle règle de calcul. Nous savons qu'au début de la relation, c'est un peu plus intense, des rencontres hebdomadaires. Et après coup, ça peut s'étirer aux 2 semaines et mensuelles, quelques échanges courriels ou appels téléphoniques. Donc, le 1% est une belle règle de calcul. OK. Intéressant. Tout à l'heure, au début, tu nous avais mentionné que justement, dans le mentorat d'entrepreneurs, ça relève beaucoup du relationnel. OK? Oui. Ce que ça fait, c'est que, bon, il faut qu'il y ait un fit qui se fait entre le mentor et le mentoré. Donc, en fait, est-ce que tu peux nous dire, justement, le fait que cette relation-là évolue dans le temps, est-ce que ça peut arriver qu'un mentor se sente responsable de la réussite ou de l'échec d'une entreprise ou même de l'entrepreneur mentoré? En fait, il ne doit pas, parce que tous les deux vont signer un code éthique qui spécifie que l'entrepreneur mentoré est responsable de ses décisions. D'ailleurs, en anecdote, on va souvent dire que le mentor ne dira jamais à son mentoré qu'il n'est pas d'accord avec lui. Mais si le mentor demande « est-ce que tu as un plan B », il faut comprendre qu'il n'est peut-être pas d'accord ou confortable avec le plan A. Mais a priori, la décision appartient au mentoré. Et nous, on a un programme d'accroissement des compétences. Il y a des rencontres de co-développement des mentors afin justement de préserver sa posture mentorale et de rester dans une relation qu'on pourrait appeler désintéressée et en toute objectivité. OK. Souvent, par rapport à ça, on a l'impression aussi que le mentor en question doit être dans le même secteur d'activité que l'entrepreneur. Quand on cherche quelqu'un, souvent on pense quelqu'un qui a de l'expérience dans son domaine. Est-ce que c'est nécessairement le cas? Est-ce qu'il faut que le mentor ait de l'expérience dans le même domaine que nous? Oui et non, on va plutôt parler d'affinité. Okay. La nuance que je vais faire par rapport à, oui, dans le même secteur d'activité, on va parler d'agriculture, on va parler des sciences de la vie ou de la biotechnologie. Il est nécessaire que le mentor comprenne le discours, comprenne le langage de cet univers. Mais ceci étant dit, on a plutôt avantage à briser les silos et permettre une forme de créativité entrepreneuriale ou d'innovation
parce que vendre des tasses ou vendre des tables, fondamentalement, c'est des comptes à payer, comptes à recevoir, ressources humaines, gestion de matières premières. Alors, la similarité peut se retrouver par rapport à cela. Mais un exemple que je peux donner, en agriculture, si nous avons un mentoré en production laitière, on peut jumeler avec un mentor en production maraîchère. Okay. Maintenant, deux agriculteurs devraient mieux se comprendre, mais ils ne sont pas dans le même secteur d'activité au final. Intéressant. Est-ce qu'une durée, en fait, que devrait avoir une relation entre un mentor et un mentoré? En ce moment, on va parler d'une douzaine de mois. Sur Montréal, Laval, on expérimente une formule d'abonnement. Considérant l'entrepreneur Millennium, peut-être que 6 mois, c'est suffisant, 8 mois ou 18 mois. C'est à l'entrepreneur de savoir ce qu'il a besoin, de répondre à ses besoins. Et peut-être qu'en cours de route, il peut changer de mentor. On peut changer si on n'est pas Absolument. Surtout si, genre, il est rendu, il veut faire de l'internationalisation. Quand on dit on fait des jumelages par affinité, bien, oui, il y a des mentors qui ont fait de l'internationalisation et ça peut être plus à propos pour le mentorer, peu importe ce qu'il vend, ce qu'il offre comme service ou produit, d'être jumelé à un mentor qui a déjà fait de l'internationalisation afin de le mieux accompagner vers cet univers. Est-ce que vous avez des cadres qui durent depuis 5 ans, 10 ans? Bien, officiellement, c'est nous qui mettons fin à la statistique ou au jumelage, mais lorsqu'il y a un très bon jumelage entre des individus et qu'on leur dit que c'est terminé, il y a une amitié qui s'est mise en place. C'est certain, par contre, les rencontres sont moins fréquentes. Hein, ça va être plutôt un contact aux 6 mois, au trimestre, mais on ne l'empêche pas pour autant. Hein. Mais on sait qu'il y en a qui se revoient par la suite. C'est correct. J'ai une question que j'imagine tout le monde te pose tout le temps. Quelle est la différence entre un coach, un consultant et un mentor? Elle est très simple. Puis, et pour l'expliquer, bien la faire comprendre aux gens, je vais faire une analogie. Vous êtes au volant de votre entreprise. Hein? Votre entreprise, c'est la voiture. Le mentor, il est assis où? Hein? Il est assis à l'arrière. À ma droite, je peux avoir un coach, un consultant, un conseiller, avec des objectifs très spécifiques et mesurables. Tu tournes à droite à la prochaine rue, on devrait arriver vers telle heure, tu vas manquer d'essence, un peu plus directif. Le job du mentor, le rôle du mentor à l'arrière, c'est es-tu heureux au volant de ton entreprise? Hein? C'est une question très importante à poser et se la poser régulièrement. Et ils annoncent une courbe à 60 km/h, tu roules à 120. C'est la décision de l'entrepreneur mentoré de prendre ou non la courbe. Et en même temps, nous, on accompagne le mentor. D'une part, tu ne peux pas quitter la voiture, vous roulez à 120. Et d'autre part, si jamais vous prenez le champ, on ne va surtout pas lui dire que tu lui avais dit avant, mais demande-lui, est-ce que tu aurais pu faire autrement que d'en arriver à cette situation? Alors, le coach, et tout ça, c'est complémentaire. Hein? Tous les rôles sont nécessaires autour de... Puis le consultant, à ce moment-là, ce serait plus un peu comme... Au niveau du produit, près des aspects très de gestion, de fabrication, beaucoup plus technique, beaucoup plus dans une approche systémique, alors que le mentor est lui, dans un partage de vécu. Hein, d'un partage d'expérience et de mieux faire comprendre à l'autre ce qu'il vit dans son quotidien d'entrepreneur. D'ailleurs, dans les années 2005-2006 au réseau, les mentors, qui ne sont pas tous à la retraite, sont actifs, voyant l'avantage concurrentiel de leur mentoré, c'est « bien, moi aussi, je vais être mentoré et me faire challenger par quelqu'un. » Donc, plusieurs mentors ont des mentors. Des mentorés, absolument, absolument. Sauf que là, pour nous, le problème, qui n'en était pas un, était d'un point de vue éthique, parce que ce qui se dit entre mentor et mentoré, c'est confidentiel. Alors, à ce moment-là, et les rencontres de co-développement entre les mentors, la solution, c'est, OK, tu vas être mentoré dans une cellule A et tu seras mentor dans une cellule B, et à ce moment, on protège la confidentialité. Oui, ça fonctionne, les résultats sont là. Et tout le monde sort grandi. Merci beaucoup, Lauren. C'était très intéressant. Très instructif. Oui, tout à fait. C'est déjà tout pour notre émission aujourd'hui, Causons Affaires. On espère que l'émission a su vous inspirer et surtout vous être utile.
Vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, ou nous écrire sur causonsaffaires@gmail.com. Merci.